Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission sur les sentiers de l'étrange. Et aujourd'hui, nous partons peut-être à la recherche de ces trésors cachés, de ces trésors qu'on ne trouve pas forcément sur les cartes, mais aussi de leurs légendes. Et ceux qui portent encore l'odeur du mystère et murmurent à l'oreille osent nous découvrir. Alors, n'hésitons pas, partons à la découverte de ces mystères, de ces légendes, de ces trésors. L'émission commence immédiatement et donc, pour m'accompagner dans cette plongée au cœur des énigmes, il est là, passionné d'histoire, de cinéma, de vérité également. C'est mon complice d'investigation, mon collaborateur à cette émission, mon ami surtout, Christian Jacques Attard. Christian, bonjour. Merci Georges, bonjour. Tu es de mieux en mieux. Arrête. De plus en plus. Je vais avoir les chevilles qui vont me gonfler, là. Tu es gentil et indulgent. Merci, Christian. Alors, nous sommes ravis bien de découvrir et d'accueillir également pour cette émission deux invités de choix et de qualité. D'une part, Axel Grésily. Axel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Gentil. Vous êtes en compagnie de Alain Louvel. Alain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Donc, Christian, je vais te laisser le soin de les présenter. Mais une autre fois, je suis très heureux parce que ce sont deux personnages, l'un et l'autre, qui se font trop discrets. Et qui pourtant sont de très bons connaisseurs, justement, d'abord de l'histoire de Rennes-le-Château, bon, ben, on en parlera beaucoup, et puis aussi des légendes du Var. Et j'ai un peu regardé, parce que je te connaissais pas, j'étais croisé à Rennes-le-Château, sans vraiment te connaître, et j'ai vu que tu avais démarré ta carrière en étant photographe. Oui, j'ai démarré une carrière en freelance en étant photographe, reporter photographe. Un peu comme toi. Oui, enfin moi c'est beaucoup plus modestement, parce que moi j'ai pas parcouru le monde comme toi. Tu as été reporter à travers le monde. Ouais. Oui, donc tu étais reporter de presse et ça t'a amené à faire plus que des photos, je suppose. Alors, le parcours il est assez atypique parce que mais on adore ça les parcours atypiques. Oui, on est passionné de ça. Parce que au départ, je suis footballeur. Toute ma vie de jeunesse, je suis rythmé par le ballon. J'ouvre pas un livre. Ce qui compte, c'est pour moi Amateur et professionnel. et professionnel. Bien. Voilà. Donc, en parlant de ça, il y a un grand amateur à Toulon de foot, c'est Jean-Pierre Savelli, le chanteur Jean-Pierre Savelli. Oui, Jean-Pierre Savelli, bien sûr. Voilà, Jean-Pierre Savelli, avec qui j'ai joué. On lui fait un coucou, il était venu là également pour l'émission. Et donc, si vous voulez, rien n'était prédestiné. Voilà. Et c'est donc je change de club et je vais signer au Sporting Club de Toulon, qui à l'époque il y avait toute l'équipe d'Alger, Courbis, Ginola, Pacanelli, Onis, tous ces. On va faire une émission sur le foot alors. Non, mais je vais être très bref. Non, au contraire. Très intéressant. Et là, je vois une émission sur Sœur Teresa. Oui. Voilà. Et à partir de là, je sais pas pourquoi. Alors, il faut s'imaginer que quand on est footballeur, qu'on joue le dimanche, dans une vase clos, parce que bon, c'est pas non plus, on n'est pas sur le club de Marseille, on n'est pas sur les, voilà. Mais il faut s'imaginer l'importance que ça a. C'est-à-dire quand vous faites un beau match, vous êtes un dieu, une vedette. Ça fait complètement. Voilà. C'est ce qui est normal. En plus, à 16, 17 ans, 18 ans, on n'a pas la réflexion qu'on a maintenant. Vous auriez pu faire du rugby même. Alors, j'aurais pu faire du rugby, mais moi, j'ai des collègues qui ont fait du rugby, qui sont devenus, Éric Champ est devenu un grand de ce. Et donc, Sœur Teresa. Donc, Sœur Teresa. On va revenir sur Sœur Teresa. Et là, je me dis, il faut que j'aille voir cette sœur. Donc, à Calcutta. Nous sommes d'accord, nous sommes à Calcutta. Imaginez quelqu'un qui est jamais sorti de chez lui, qui passe son temps sur les stades, qui est dans une famille extraordinaire, aimante, où il y a que de l'amour. Le monde, il doit être comme ça. Mais alors, le monde, il est. Pour moi, le monde, je suis dans une micro. Mais c'est quoi le déclic? Le déclic, c'est la sœur. Mais quoi, la sœur?
cette bonté que j'ai La spiritualité, C'est la presque, bonté. c'est presque à t'écouter, on a l'impression que c'est un appel, quasiment. Ouais, je sais pas si c'est un appel, parce que j'ai eu très très à terre, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me dit va la voir. Voilà. Donc j'en parle à ma mère. Ma mère, bon, pas très parce qu'il faut voir le temps aussi à l'époque où on voyageait pas si simple que ça. Et l'Inde, Voilà. ça faisait peur. Voilà. Et donc bon, bref, après plein de périphéries, mes parents me disent tu veux y aller, tu y vas, etc. J'arrive à Calcutta, je parle pas un mot anglais. Là, croyez-moi, je me demande ce que je fous là. J'arrive tant bien que mal à aller au dispensaire où elle était, et on me dit elle est à Londres. Chassé croisé. Chassé croisé. Mais elle me dit elle revient dans 5 jours. Ok. Donc, dans les dispensaires des sœurs, il y a toujours des sœurs étrangères et il y a une sœur française Super. qui me demande ce que je fais là. Et je lui dis, je veux voir sortir. Je sers Voilà. d'interprète. Donc, je sais pas où dormir, je sais rien. Bon, maintenant, c'est différent. Avec plus de 700 reportages, maintenant, c'est différent. Et donc, je vais, et moi, ce que je sais faire, c'est jouer au football. Et je vois tous ces enfants. Donc, je commence à les classer par catégorie. Et là, je mets le feu au dispensaire, mais sans m'en rendre compte. Mais quel est ce gars qui et les enfants d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, les enfants jouer, on faisait ça. Quand on marquait un but, c'était le truc. Ils ont adoré ça. C'était, mais, et là, je retrouve ce que j'avais chez moi, voilà. Et bien sûr, après, quand Sœur Teresa est arrivée, ça a été un moment, et je savais qu'à partir de là, ma vie allait complètement modifiée. C'est incroyable, ça. Oui, c'est incroyable. Ce destin. J'avais prévenu, hein. Avec Axel. Mais tu m'as devancé, et moi, ce que j'aimerais savoir, qui était le petit Axel enfant, justement, le déclic qui vous a pu vous intéresser aux légendes. Bon, Alors, c'est le foot, on a compris. Oui. Alors, attendez, il y a le foot, c'était vraiment la passion, voilà. Mais j'ai un père qui était militaire Cadré. mais on était 8. Donc il faut cadrer tout ça parce qu'autrement ça part dans tous les sens. Moi je suis le dernier. Oui. Fait l'accident. Le petit chouchou. Le petit chouchou, blanc, bleu, etc. On a compris. Voilà, très sage, Oui. très espiègle. Voilà. Oui, ça va avec. Voilà. Et toujours, comme me disait, fais ça, je faisais ça. Ok. Voilà. Mais mon père m'a toujours offert des livres. Alors, je lisais peu, mais je lisais un petit peu quand même. Donc, j'avais lu les Jules Verne, le 80, alors ça aussi, ça m'a fait, le Doux de monde en 80 jours, etc. Voilà. Donc, ça a été venu 2-3 ans après que je suis parti, j'ai pris une carte et j'ai dit, moi, j'ai dit, qu'est-ce que je vais donner sens à ma vie? Spirituel, je suis pas prêtre. Voilà. C'est pas possible. Je peux pas vouer à quelque chose qui est pas palpable, mais qu'on peut sentir. Voilà. Ça, je peux le ressentir, mais palpable, je peux pas. Donc, voilà. Donc, mais par contre, les mystères, ça me plaît bien. Et là, j'ai commencé à dévorer des bouquins. Donc, c'est le mystère de la foi, après. Voilà. Alors, En quelque sorte. et j'ai demandé à mon père de m'offrir, alors, dès que je demandais quelque chose à mon père, dès que c'était culturel, Je dis oui. il n'y a pas de problème, on l'avait le lendemain, on avait une map monde, et j'ai commencé à mettre les 80 lieux où je voulais aller, donc les mystères, bien sûr, ça part de Stonehenge à l'île de Pâques, passant par Nazca, etc. Plein de rencontres à ce moment-là. Et j'ai mis quand même le dernier voyage de ces 80 points, et j'ai mis le dernier, ça a été en 2014. C'était l'île de Pâques, et d'ailleurs, le souvenir, il est là. Oui, je vois, oui. Voilà, c'était le culte de l'homme-oiseau. Voilà, je me suis dit, c'est la fin de mon cycle. Et maintenant, c'est du bonus que je fais. Voilà. Magnifique. Donc, ben, il va vite quand même. Ouais, je trouve vite. Parce qu'il est parti de l'enfer Teresa à Calcutta, et après, qu'est-ce qui s'est passé après Calcutta? Alors, après Calcutta, il s'est passé, il y a eu, il fallait que, donc, immédiatement, j'ai eu, en plus, l'Inde m'a plu. Voilà. Oui. Voilà, ça m'a plu. Oui, c'est le... Donc, je suis parti, j'ai eu la connaissance. Ça vous a plu, pourquoi? Je pense que je pouvais être utile là-bas. Ah, voilà. Je pense que je pouvais apporter quelque chose. Je pense que j'ai apporté un petit... Alors, on peut pas... moi, vous savez, après, je me suis mis rapidement, j'avais 20 ans, au comité de soutien du peuple tibétain. Oui, il était un grand soutien du peuple tibétain. Alors, je me suis enchaîné sur les ambassades. Et d'ailleurs, ça, c'est un peu... Excuse-moi, mais tu y as gagné un surnom, j'ai lu. Non? On t'appelle pas d'une certaine manière là-bas?
Ah non, non. c'est pas au Tibet, c'est au Mali. Ah, c'est au Mali. Ah, ça n'a rien à voir, oui. Voilà, ça je pourrais raconter, c'est Amagana de la tribu des Haro. Voilà, Ça, c'est ça. Amagana de la tribu des Haro. Ouais, mais je vois qu'il est bien renseigné. On lui fait confiance, c'est là. Donc ce voyage-là m'amène à Katmandou. Je décide de faire à Katmandou mon... En quelle année c'était ça? Oui, voilà. Là, on est dans le 80. Oui, c'était pas les périodes... Non, c'est après la grande vague de... Alors, il y a resté. Des babacools, quoi. Il y a resté. New Wave. Ouais. Alors, justement, ça aussi, c'est curieux parce que cette grande vague de Babacool, moi, je suis arrivé à la fin. Voilà. Et moi, je suis pas Babacool. Moi, pas du tout. Tu cool, mais pas bas. Voilà. C'est pas mon rythme de vie, mais voilà. Bon, Oui, après, je respecte. Voilà, Mais là-bas, je peux vous dire, là-bas, ils comprenaient pas Ouais. ce mouvement. Ils disent comment nous, on n'a rien. On veut s'en sortir. Eux, ils ont tout et ils se laissent aller. Ouais, c'est ça. Grosso modo, c'est ça, quoi. Mais certains sont morts dans la misère totale. Morts dans le caniveau, le caniveau, hein. Oui, mais et même dans la différence, on peut dire. Ouais, dans la différence, quand j'ai dit Katina. La différence la plus totale. Ouais. Et donc, le Tibet, c'est à nouveau un coup de cœur. Alors, le Tibet, je rencontre un moine tibétain à Katmandou. Et on commence à parler, etc. Et je me suis dit, mais, je connaissais pas, hein. Et j'ai dit, mais j'irais bien voir le Tibet. Et là, on m'a dit, oui, mais là, il faut un visa spécial, etc. Voilà. Mais attends, une question, parce que comment tu fais pour vivre, quoi? Tu vis de quoi? Oui. Ma femme. Comment? Ma femme m'a beaucoup aidé. Mais c'est-à-dire, c'est peut-être un secret, mais bon, moi, ce qui m'interroge, c'est comment tu... Alors, après, tes voyages, oui, alors, oui, alors, il y avait plein de petits boulots. Oui. Voilà. L'objectif, c'était de gagner un petit peu et de partir. Ouais. Et ma femme était cadre à l'hôpital. Donc, elle mesurait un salaire avant que ça commençait. T'as payé pour que tu sois plus là, quoi. Voilà. Parce qu'on a quelque sorte. Ah, tiens, j'ai pas pensé à ça. Non, mais sans l'aide de mon épouse, mon ex-épouse, Oui. je Tu aurais pas fait tout ça, c'est bien. Non, j'aurais pas fait tout ça. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as retiré de tous ces voyages? C'est 80 voyages, en fait, c'est ça? Alors, non, plus, j'ai dépassé les 100 pays, les 100 pays. 700 reportages, le monde entier. Mais si tu permets, Oui. 2 secondes, oui. On est sur le Tibet et après on passe. Oui. Quel est le combat du peuple tibétain par rapport à la Chine, à Est-ce qu'il y a un combat, déjà? Il doit y avoir un combat. Il y a un combat qui est extraordinaire. Il y a un combat qu'on ne parle pas. C'est le combat de l'humain contre une machine de guerre. C'est-à-dire que la puissance chinoise, elle écrase tout. Je vais vous raconter, la dernière fois que je suis allé au Tibet, il y avait, eux, ils détruisent le maximum de choses. Mais ils se sont aperçus à un moment donné de trop détruire. Le Tibet sans les monastères, le Tibet sans les Tibétains n'est plus le Tibet. Donc ils ont besoin, touristiquement, L'échec. voilà. Point de vue économique. Voilà, donc économie, et puis bon, et ils ont Culturel. alors ils sont sur l'enfant unique, ils étaient sur maintenant c'est terminé, mais ils étaient sur l'enfant unique, il fallait parler chinois pour avoir un métier. Voilà, bon, il y avait des pressions, voilà, et puis il y avait cette lutte silencieuse. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous raconter, il y avait où il y avait un monastère, pas un monastère, une université médecine. Ils l'ont rasé. Mais c'est là où ils ont étudié toute la médecine, les Tibétains. Et il faut voir que les Tibétains, ils pratiquent les funérailles célestes. C'est-à-dire que, vous connaissez ou pas? Non, pas du tout. Voilà. C'est-à-dire que les funérailles célestes, une fois que le Tibétain est mort, ils vont, à la naissance, ils reçoivent une petite entrale avec, toujours. Et c'est, en fin de compte, l'alignement des planètes quand il est né. Et ils vont essayer que quand il meurt, de retrouver cet alignement. Le même alignement des planètes. Et ça veut dire que l'âme va pouvoir partir. Donc, ils font un petit creux sur la tête ici. Voilà. Un petit trou sur la tête. Oui. Et ça, c'est un des chamans qui va dire, ça y est, le corps, il est vide. Là, moi, un petit trou sur la tête, là. Oui, tout petit trou comme ça. Physiquement. Ah oui, d'accord. Physiquement, ouais. Ouais. Chinois. Ouais. Voilà un petit trou pour que l'âme s'enfuit. Et à un moment donné, on est une matière. Alors, on revient un peu sur le catharisme, là, tu vois, c'est marrant. Mais on est une matière. Et cette matière, il faut s'en débarrasser. Mais c'est les bouchers qu'on appelle, c'est eux qui vont le faire. Ouais. Et ils vont découper le cadavre, complètement, le démembrer. Ils vont récupérer, ils vont prendre un couteau. Tu mettrais un petit bambou. Ils vont récupérer toute la chair. Ils vont mettre les os à nu. Oui. Ils vont faire mélanger la tsampa.
ils vont faire des grosses boulettes. Et là, vous êtes, alors ça c'est interdit. Moi, je les ai pu les voir 2 fois, mais autrement personne. C'est très rare à voir. Voilà, c'est très particulier et il faut être accroché. Sincèrement, tu connaissais ce... Non. Moi non. Et à un moment donné, il y a le prêtre, le lama, qui va faire des signes pour appeler les vautours. Et là, les vautours, Là, c'est ça, je connais ça. voilà, les vautours, ils vont tout manger. La tour des vautours. Et avec, voilà, et avec les. Je pensais la crémage. Mais je pensais que attends, moi, Non, il n'y a pas de bois. je pensais que c'était une secte indienne qui pratiquait ça, le rite des vautours. Non, c'est le Tibet, c'est les funérailles célestes. C'est les funérailles. Et c'est encore, il y en a toujours, hein, voilà. Et avec les ossements, certains ossements, ils font des instruments. Et ces instruments, ils sont très prisés parce que voilà. Et le plus prisé, c'est la calotte, la crânienne, où là, ils vont la recouvrir et ils vont mettre de l'eau et ça va servir dans les rituels, on va dire tantriques, sombres. Voilà. Ouais, on est loin du Tibet. Ah mais oui, on n'imaginait pas ça. Mais c'est hyper passionnant, hyper intéressant. Voilà, le Tibet est hyper intéressant, ouais. Et donc, le Tibet, voilà, donc j'ai fait plusieurs voyages avec, le dernier voyage que j'ai fait, j'ai été quand même, on m'a mis plus de 24 heures en cellule. Rien. Qu'est-ce que tu avais fait? Une photo est défendue. J'avais pris une photo. J'ai été missionné pour faire des photos de Lhasa et notamment de toutes les caméras. Mais je me suis fait attraper. Mais la chance que j'ai eue, comme j'étais quand même, il y avait des caméras. Il y avait des caméras, ça je le savais. Ouais. Mais la chance que j'ai eue, c'est que là, j'ai quand même plus de 50 balais. Pas loin de 60. Donc je suis un vieux briscard, quoi. Et en fin de compte, on se donnait rendez-vous avec d'autres groupes qui étaient là, mais qu'on avait voyagé séparément. Et je donnais les photos. Voilà. C'est que quand ils ont fouillé ma chambre, mais fouillé, hein, quand j'appelle fouillé, c'est fouillé. Hein, ils ont trouvé qu'une petite carte, voilà, avec 2 photos compromettantes. Mais voilà. Donc bon, ils m'ont ramené à l'aéroport, voilà, de suite. Bon. Vous n'êtes pas resté très longtemps dans non, les géoles. Non. Les géoles. Non. C'est-à-dire que le Tibet est devenu une base nucléaire, je crois. Alors il y a le problème. Alors d'abord c'est la puissance de l'eau, parce que tous les fleuves tibétains, tous les grands fleuves perdent la naissance. Et c'est aussi, bon malheureusement on ne parle pas, mais ils enfouissent beaucoup de choses. Ouais. Ils sont en train de. Très intéressant, on va revenir au voyage. Mais on va parler maintenant, on peut pas faire autrement, de Rennes-le-Château. Ah, complètement. Donc, on va laisser la parole à Alain. Alain qui n'est pas très connu non plus, mais qui est un vieux de la vieille à Rennes-le-Château. Hein. Il va nous expliquer ça. Voilà. Mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, ceux qui entendent peut-être la première fois, les rares personnes entendent parler de Rennes-le-Château, expliquez-nous un petit peu. Ce qui s'est passé, le mystère de Rennes-le-Château. Ce qui s'est passé. Voilà, on croit. En fait, on n'est pas sûr de grand-chose, à part que un petit curé, Béranger Saunière, est arrivé dans les années 1800 sur Rennes-le-Château, en 1886, que l'église était en partie en ruine, en très très mauvais état, le presbytère était inhabitable. Ça, on en est sûr. Voilà, donc il a été essayé de demander à la mairie d'avoir quelque argent pour au moins le presbytère habitable, et il a eu des dons a priori, de raconter le Chambord, avec commencer en tout cas. Voilà, avec il aurait commencé les travaux dans l'église, et il aurait changé le comment ça s'appelle, l'hôtel, voilà. Et c'est a priori la suite de ces travaux qu'il aurait découvert. Voilà. Qui aurait découvert quoi? Alors voilà, c'est là. On entend des tas de choses sur Rennes-le-Château. Là. On sait qu'il a découvert quelque chose, ouais. Mais personne ne connaît réellement la nature de ce qu'il a trouvé. Quoi. Et donc, pour lui, c'était des médailles de Saint-Benoît qui étaient sans valeur. Médaille de Lourdes. De Lourdes, en fait, de la Lourdes, ouais. Mais toi, Alain, tu y es depuis combien de temps dans cette histoire? Depuis 1971. 71. Voilà, on a découvert, mes parents étaient passionnés par tout ce qui est un peu l'ésotérisme, ouais. Et donc, forcément, c'était tombé sur leur maudit de Rennes-le-Château, de Gérard de Seine. Et on s'est dit, tiens, pour une fois, on peut enfin vérifier ce qui est écrit dans un livre. Bon, on va aller voir, quoi. Et tu étais de la région? De Paris.
Ah, vous étiez de Paris. Ah, je croyais que t'étais natif de du Sud. En fait, j'ai 2 vies. Ouais. J'ai une vie normale dans le Sud, dans le Nord, à Paris, de travail, de ça. Et j'ai une deuxième vie, comme j'étais enfant quand je suis venu à Château, j'ai une vie complètement parallèle. De chercheur. Avec les chercheurs. Avec les chercheurs. Sans être moi-même chercheur. Et oui, donc, Ouais. j'ai Ah oui, ça c'est aussi. à peu près toutes les époques. Mais vous n'avez pas passé le cap d'être chercheur réellement? Mon père était dans les derniers chercheurs, je veux dire entre guillemets, dynamiteurs. De toute façon, Oui. qui ont effectivement fait des fouilles, des choses comme ça. Les fouilles sont interdites. Et après, les fouilles sont interdites. Et une fois qu'Henri Vuitton est parti du domaine, bon, après, c'était le dernier qui a fait des trous. Ça fait, Ah, oui. Et mon père, elle est là. Donc moi, j'allais à Neuchâteau enfant. Et j'ai suivi toute l'histoire. Et alors, est-ce que tu as une opinion, tu as est-ce que tu es arrivé à avoir une hypothèse qui te semble plus plausible que les autres? Après tant d'années. Ouais. Après tant d'années, moi, je peux pas dire j'ai une idée précise parce que il y a beaucoup de gens qui partent dans tous les sens sur le château. Ouais. Et quand on commence à rentrer un peu trop dans cette histoire, je connais beaucoup de gens qui ont un peu perdu la tête, on va dire. Ouais, je pense aussi. Et ouais. j'ai toujours gardé, comment dirais-je, un certain recul par Et une rapport à distance. ça. Et oui, distance. Et donc, ça m'a permis de passer à travers pas mal de tempêtes qu'il y a eu là-haut. Ouais. Et de garder les pieds sur terre, surtout. Ouais. Donc, je suis à l'écoute de tout ce qui se dit. Et voilà, je comprends. Les gens, les écrivains, tout ça sont des amis. Donc, voilà. Mais je me garde de... Et toi, Axel, pourquoi tu t'es intéressé à quelque chose qui est si loin de ton pays d'origine? Alors là, c'est tout simple. Tu parlais tout à l'heure comment il faut un peu vivre. Oui. Donc, j'avais été pris pigiste à Varmatin République à l'époque. Et le chef d'agence me dit, Axel, je suis dans le Var, le Verdon, l'île des Veilleurs, avec Rouezen, etc. Il me dit, t'as 2 choix. Ou tu vas dans le Verdon, ou tu vas, il me dit, Testo, dans un bled, il me dit, du côté de Carcassonne, où il y a un curé qui a trouvé un trésor. Ça peut m'intéresser. On est toujours dans le côté religieux, genre Teresa, etc. Bon, mais le rapport avec Varmatin, quoi. C'est loin, quoi. Alors, c'est loin, mais il y avait une rubrique à l'époque des trésors. Ah, voilà. On y est au trésor. Voilà, on y est au trésor. Donc, j'ai dit, je vais... et là, je crois qu'on est dans les années 80, début de l'année 80. 80, ouais. Ouais. Et c'était au mois de février. Et je revenais du Tibet en plus. D'accord. Et je me rappelle toujours parce que ça m'avait fait rire. J'avais décroché, le téléphone il sonne, je pose mon sac, voilà, je suis téléphone il sonne, et là c'est le chef d'agence de matin qui me dit Axel, t'es rentré? Je te réponds. Je suis rentré. Et là c'est là qu'il me dit ça. Bon, j'ai dit donne-moi 3-4 jours. Et je monte. Et là, je monte à Rennes-le-Château. On est au mois de février. Tout est dans la brume, sauf le village. Oh là. Ça vous rappelle un peu le Tibet. Ouais. Une vision extraordinaire. Personne, etc. Et une boutique qui était à Alain Ferral, que tu as connu. Ouais. Toi aussi, tu l'as connu. Oui, voilà, Alain Ferral. Et donc, j'ouvre. Il y avait pas des bibelots, du papier avec plein de dessins des diables et trucs. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Bon là, j'ai mis où je suis tombé. Et donc voilà, donc et je me suis intéressé, j'ai fait un papier. Bien sûr, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas comme maintenant, on est gâté quand même parce que pour communiquer avec les gens, c'est assez facile. Moi. Et tu es tombé dans la marmite. Alors, je suis tombé sur la marmite, mais avec un mauvais livre. C'est-à-dire Gérard de Sède. Oui. Il m'a orienté sur des fausses. C'est la référence. C'est la référence, mais il y a beaucoup de choses fausses. Volontairement fausses. Hein. Volontairement fausses. Et après, avec enquête, on sait que derrière, c'est Jean-Luc, c'est Plantard. Il y a Plantard derrière, etc. Voilà. Donc après, il y a eu une enquête. Et cette histoire, moi, je l'ai menée comme une enquête. C'est-à-dire, qu'est-ce que font les gens d'un supposé trésor, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose, ça forcément, mais de cette histoire, qu'est-ce qu'on va en faire?
l'art de la communication. Mais ça. là, 40 ans ou 45 ans après, ou quoi, je sais plus combien, il faudrait calculer, je suis toujours surpris. Ouais. Il y a eu alors il y a eu, ce qu'il disait Alain, l'époque où les gens la dynamite, Puis les etc., pioches. puis il y a les pioches, dynamite et tout. Il y a eu une deuxième vague où on peut dire certains chercheurs, là ils ont commencé à fouiller dans les archives. Voilà, donc ça commence à être intéressant. Et là, on a des belles choses qui ont été retrouvées, etc. Et dans une phase qui est complètement folle, ben, c'est toutes ces théories qu'on retrouve, etc. Donc, Et maintenant, aujourd'hui, tous les deux, quelle est votre vision de l'histoire? En fait, où ça a bien changé. On s'aperçoit que ça a bien changé. Tu viens de dire qu'on atteint des sommets dans la bizarrerie, la folie. on atteint la folie. Tu vas dire un exemple. De chercher le tombeau du Christ. Pour moi, c'est de la folie, chercher le tombeau Vous avez le du Christ. cheat code. D'ailleurs, tu fais bien de parler du tombeau du Christ parce que ça nous permet de revenir à quelque chose qui t'a intéressé aussi, c'est la Sainte Baume. La Sainte Baume, avec Marie-Madeleine. Donc, tu es un voisin de la Sainte Baume. Je suis né dans la Seine-Baume. Quasiment, quoi. Parce que, Allez, on rappelle pour nos internautes. Ben, c'est Axel qui va nous le rappeler. la Seine-Baume, c'est dans le Var, non, forcément. Et mon père était pisteur. D'accord. Donc il était militaire, mais le week-end il allait pister pour mener pour trouver des. Parce qu'il faut vous dire que les grandes randonnées, tout ça, tout est assez récent en fin de compte. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bouffées par la végétation, qu'il fallait rouvrir des pistes. C'est moins à la mode qu'actuellement. Ouais, voilà. Et donc mon père, je partais avec lui, moi, voilà, et enfin on ouvrait. Alors mon père n'était pas quelqu'un de croyant, mais il n'a jamais empêché ses enfants à Une prudence. voilà, il a toujours, et quand on lui posait une question, il répondait parce qu'il avait quand même 2 thèses d'histoire. Voilà. Donc, spécialisé dans la Russie, l'URSS, ça c'était son truc. Et donc, voilà, donc la Seine-Baume, voilà. Et puis après, moi, j'ai fait, je sais pas combien de reportages dans la Seine-Baume. Je crois que la Seine-Baume, à part sous terre, il n'y a plus un coin que je ne connais pas, la Seine-Baume. Oui. Face sud. Alors, ton opinion, justement. Est-ce que Marie-Madeleine, pour toi, est arrivée en France? Est-ce que... Marie-Madeleine. Non, mais après, c'est intéressant, après autant d'études, quoi. Ça, c'est une question difficile. Alors, moi, je parle de la tradition. La tradition. Alors, je parle de tradition et de légende. Oui. De dire qu'elle est venue ou pas, j'en sais pas. Je peux pas te répondre. Voilà, c'est honnête, déjà. Voilà, je peux pas te dire ça. Mais la tradition orale, je la connais. Oui. Voilà. Qui est arrivée, donc, au Sainte-Marie-la-Mère. Tardivement, quand même. Très tardivement, bien sûr, etc. Alors, est-ce que c'est important de dire que Marie-Madeleine, elle est venue ou pas? L'archevêque de la Seine-Baume à l'époque, j'avais posé cette question, je l'ai posée. Alors attention, parce que là, on va toucher à quelque chose qui était assez polémique. Mais finalement, c'est quoi que tu écris? C'est l'histoire ou c'est la légende? La tradition. Oui, mais la tradition. On dit tradition orale. La tradition orale. On peut penser que c'est la légende. Ouais, mais c'est aussi la légende parce que ce qui est intéressant dans Parce que tu es quand même quelqu'un qui écrit énormément sur la tradition et la légende. Oui, j'écris beaucoup. L'an prochain, d'ailleurs, parce que je suis très heureux parce que l'an prochain, je fête vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je fête mon 100e ouvrage. Tu te rends compte? C'est l'air de rien, comme ça. Et je fête mes 20 ans d'écriture. C'est quelqu'un qui a Et tout seul, sans compter les livres de René Château, parce que le best-seller sur les châteaux, on est à 55 000, donc sans compter celui-ci, sur Histoire et légende, j'ai dépassé les 100 000 ventes. Donc je suis 100 000 ventes. Voilà. Donc je suis très comblé. Voilà. Donc tu vis de oui, là je vis que de ça. Oui, je vis que de ça. Là c'est facile pour moi. Ça se rend tout seul. C'est plus les galères du début, je te dis. Voilà. Donc oui, c'est un cheminement passionnant. Là. Alors, ce qui est intéressant dans Marie-Madeleine, c'est en fin de compte cette légende dorée où tout est parti au XIe siècle par le moine Voragine. Mais ce qui est intéressant, c'est tout, ce qu'on le veuille ou pas, toute l'évangélisation de la Gaule. Peut-être tu vas pas être d'accord avec moi, mais toute l'évangélisation de la Gaule, elle part de 2 points. Elle part de la Provence et de Lyon. Tout à fait. Mais c'est naturel parce que c'était aussi des voies naturelles du commerce et de la remontée vers Paris, vers le nord. Et donc,
que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit, c'est quand même le premier évêque de Marseille, c'est Saint-Lazare. Le premier évêque de Aix, c'est Saint-Maximin. Bon, Marie-Madeleine, etc. Et après, Oui, il y a une lignée. il y a quand une même, lignée. Mais après, c'est d'une, moi, je dis, ils sont fabuleux. On est un peu comme l'histoire de la Sainte-Baume. L'écriture, elle est aussi belle, aussi magique que l'histoire de Rennes-le-Château, si tu veux. Oui, mais il y a un rapport, Marie-Madeleine, avec Non, pour moi. le château. Alors, il y a un rapport. Certains l'ont cru. Voilà. Après, si vous voulez, il faut savoir qu'au XIe siècle, quand les Dominicains récupèrent, parce qu'à un moment donné, ils ont perdu ils étaient plus gardiens de la grotte. Et c'était les trappistes. D'ailleurs, si on connaît bien la Sainte-Paume, il y a le chemin du milieu qu'on appelle, c'est le chemin des trappistes, la promenade des trappistes. Et là, il y avait les trappistes qui ont gardé et les Dominicains au XIe siècle récupèrent. Et là, il y a un mouvement en disant toutes les constructions, les édifices qui sont religieux, ils sont sur Marie-Madeleine. Alors, le Rennes-le-Château, c'est au XIe siècle, peut-être, la restauration, on va dire, peut-être, la grande restauration, 9e, l'église. 9e, peut-être, au 10e, 11e. Ce qu'on est sûr, c'est 11e, elle est là. Donc, elle prend le vocable de Marie-Madeleine. Mais ce qui m'intéresse, le lien de Marie-Madeleine avec le Christ. Le lien Le lien, ah oui, tu veux dire le lien intime. C'est intime. ça. C'est lié. Ouais. Alors, si on se pose une question, alors est-ce que c'est vraiment important d'abord ça? Bon, je sais pas. Et on en fait tout un pataquès qu'elle était l'amante ou pas l'amante du Christ. Alors, Jésus, c'est ceux qui ne croient pas, le Christ, c'est ceux qui croient. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment important? Je sais pas. Mais par contre, ce qui a été quand même à cette époque, de donner une responsabilité à une femme, alors que c'était un patriarcal total, c'est quand même une avancée, quoi. C'est quand même quelque chose. C'est un visionnaire quand même. Tu vois. Voilà. Moi, je sais pas. Là, je suis. Je sais pas. Et franchement, de toi à moi, de toi à moi, je m'en fous un peu, quoi. C'est pas ça le plus important, quoi. C'est des gens qui font leur business là-dessus. Alors, le plus important. La foi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, la première que j'ai rencontrée, c'est Sœur Teresa. La deuxième que j'ai rencontrée, où je suis resté très intime des années, c'est Sœur Emmanuelle. Ah, Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, pour vous dire, et elle me dit, je vais enfin savoir. C'est beau. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Et donc Sœur Emmanuelle, donc après j'avais le Guy Gibert, moi j'habite à côté du prêtre Guy Gibert dans le Verdon, on se voit souvent. Bon, là, Sacré personnage. Sacré personnage. Dalai Lama, je l'ai rencontré plusieurs fois, le grand patriarche de Jérusalem, les rois en Afrique, il y a plein de rois qui sont sans règne, mais il y a plein de rois. C'est tous ces sages-là. Et quelle que soit la religion commune, prendre un chemin et faire du bien. Essayez. Voilà, elle est là. Je pense qu'on soit un chemin d'amour. Qu'on soit musulman, qu'on soit copte, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit c'est pas important. Est-ce que ce message, tu l'as fait transparaître dans tes ouvrages? Non. Oui, tu essaies, non. Tu pas quelqu'un de... Non, parce que c'est très personnel, ça. C'est pas dire, voilà, l'étise. Non, puis moi, si tu veux, j'ai choisi un thème et des légendes là-dessus. C'est rare qu'on me pose ces questions-là, hein. Voilà. Mais non, mais moi, je crois à l'homme. Je crois à la beauté de l'homme. Voilà. Malgré tout ce qui se passe. Exactement, j'allais rebondir sur ça. Malgré tout ce qui se passe, mais c'est une poignée. Si demain on parle... Oh, une poignée qui s'étend, bien sûr. Mais je veux dire, si dans ce monde, on parle beaucoup plus du positif des gens qui amènent quelque chose. C'est vrai, voilà. Vous vous rendez compte que quand il y a eu le 11 septembre, et ça intéresse quand il y a eu le 11 septembre, ça n'intéresse pas. Quand il y a eu le 11 septembre, c'est dramatique ce 11 septembre. Tous les gens qui ont envoyé un message, ils ont envoyé un message de quoi? D'amour. Que d'amour. Ils n'ont pas pensé à leur ennemi, à la haine. Ils ont pensé qu'à l'amour. Oui, mais il faut dire que le traumatisme avait été tellement marrant aussi. Ils allaient s'écraser, ils pensent qu'à une chose, c'est envoyer un message, je vous aime, etc. Donc l'amour est là, mais on ne le dit pas assez. Bien sûr. Et justement, la semaine dernière, on a eu le plaisir ici même d'accueillir Pierre Nicolas, journaliste France 3 à l'époque. Le premier sur AZF. Absolument. Et justement, il nous parlait de cinéma. Il disait que c'est beaucoup plus compliqué de faire un film sur l'amour. Ah oui, c'est un border. Hein.
que sur les violences, etc. Voilà, beaucoup plus compliqué. Pour quelle raison? Alors, sur la route de Madison, par exemple, hein, ça a été très compliqué, le financement, etc. Alors que sur des films guerriers, violents... Surtout aujourd'hui, de plus en plus. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Tu es devenu éditeur aussi. Oui, je suis devenu alors Petit éditeur. Qu'est-ce que tu appelles petit éditeur? Parce que quand même, vu ta production, Oui, une centaine vu ton nombre de ventes, c'est des coups de cœur. Je donne la possibilité à des personnes qui rêvent d'éditer avec des moyens professionnels. C'est-à-dire que chez nous, on a bien sûr, il y a comme tu fais un bouquin, il y a l'auteur. Après derrière, une correctrice professionnelle qui travaille chez Gallimard, qui a corrigé un concours en 2022, donc c'est une professionnelle. Après t'as le maquettiste, t'as l'infographisme, t'as tout ça qu'il faut payer. Donc nous on donne, quand je juge que le livre il est sympa, il peut amener un petit message et qui peut être très frais, je l'édite, voilà. Voilà. Et quelle est ta vision justement en tant qu'éditeur sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'édition, toi, hein? Alors il y a trop de choses. Alors tu penses qu'il y a trop de choses? Alors moi je pense qu'il y a trop de choses et on est sur les offices. Tu sais ce que c'est les offices? Non. Les offices, c'est-à-dire que maintenant on est sur quelque chose à l'envers. On m'a imaginé que j'ai une librairie. C'est-à-dire tous ces grands, on ne dit pas assez. Et là c'est bien que ça passe, vous me donnez la parole parce que ça à réfléchir. Ouais. Tous ces grands. Donc achètent, on s'en fout. Tous ces grands grands éditeurs, ils imposent. Ils sont en office avec, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. Ils imposent. Par exemple, Musso sort un livre, je suis obligé d'en prendre 100 en office, sans que je les renvoie. C'est à moi de les vendre. En tant que libraire. En tant que libraire. En tant que libraire, oui. Sauf qu'avant, le Musso, on le trouvait que dans les librairies. Mais là, vous avez la station de service liée, le marchand de pâtes. Donc, ils en vendent. Et Amazon, il faut parler d'Amazon également. Oui, et Amazon. Mais, je veux dire par là, les gens, ils sont en office. Donc, ça, c'est sur un livre. Mais sur des dizaines de livres, mecs, ils reçoivent que des bouquins. Ils sont affixés, hein, en sachant que peut-être un Musso dans une librairie, je sais pas, mais au lieu d'imposer 100, il en manque plus que 50. Donc, mais lui, il les a payés, les libraires, les 50. Mais multipliés par tant de livres, les libraires, ils coulent. Et quoi, à cause de ça, tu crois? Ah ben, j'en suis certain. Oui. Parce que j'étais à Paris, là. J'ai été stupéfait, j'ai été heureux, j'étais content comme tout, le nombre de la jeunesse qui s'est mise à lire. Ah oui, tu trouves que les Il y jeunes... avait plus de 100 000 jeunes qui est venu, plus de 100 000 jeunes qui est venu. Ils vont vers quoi, ces jeunes? Alors, ils vont sur mais c'est pas grave. Non, je sais que c'est pas grave. Ouais, eh ben, la fantaisie. La fantaisie, beaucoup. Sur le mystère aussi. Les mystères, ça s'appelait toujours. Ça s'appelait toujours les légendes, les mystères. Parce que les gens de mystère. Oui. Mais ça fait plaisir. C'est tous ces jeunes-là qui faisaient la queue pendant une heure et demie pour avoir les bouquins et tout, etc. Très positif, ça. Ça, c'est extraordinaire. Tu vois? Et voilà. Après, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis plus dans la BD que, j'adore la BD. Bon, je suis plus dans la BD. La BD, avant, il y avait 1800 titres. Donc, on arrivait à suivre. Il y en a 5006. Mais alors que moi, c'est quelque chose qui me stupéfait, parce que quand je vais dans un grand surface, je vois énormément de titres, quoi. Comme tu dis, il y en a énormément. Est-ce que ça se vend, ça? Alors, il faut savoir que les romans, la moyenne des romans, c'est 4, alors les romans classiques, hein, c'est la vente moyenne, c'est 300. Moyenne. C'est-à-dire que quand je vous ai Marc Lévy, Musso, Bussy et Bernard Weiner, voilà, ça veut dire qu'il y en a combien qui font 0? Moi, je suis dans les fêtes du livre. Je fais 100 dédicaces par an. Combien de gens qui sont à côté font 0 en 3 jours? Je veux bien le croire. Ah oui, tout à fait. Alors mais alors, pourquoi? Alors, ça, je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Je me pas te répondre. Pourquoi un éditeur va éditer un livre où il sait qu'il va en vendre 0, quoi? C'est à 2 ou 3. Ouais, je sais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est pour la postérité? Est-ce que c'est pour marquer le coup? Est-ce que certains auteurs... Certains sont des thérapies pour les auteurs. Voilà, alors d'abord, il faut dire beaucoup de choses. Il y a très peu, je crois qu'il y a, si on est 300 à vivre de notre plume, c'est maximum. Hein. Parce qu'après, c'est que des gens qui ont des métiers à côté. C'est ça, ils sont tous un métier. Ils ont un métier. Et on a l'impression aussi que certains auteurs, en fait, sortent des livres pour en rajouter à la liste, et puis c'est tout, ils s'en foutent. Hein. Ils ont des avaloirs importants.
Ils ont des avaloirs. Important. Moi, je vais te raconter l'histoire de... Ah oui, tu veux dire que ils sont prépayés, c'est Oui, ça? voilà. Je vais raconter l'histoire que j'ai très bien connue de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, on lui propose de faire un livre. Donc, elle dit oui. Elle demande 1,8 million D'accord. d'avaloirs. C'est-à-dire, les avaloirs, vous avez le chèque, quel que soit les ventes Oui. de livres. Même 2 Donc, livres vendus, C'est pas un vous problème. touchez. Elle sort son livre, elle fait plus d'1 million de ventes. Que fait la maison édition? Il lui commande un deuxième livre. Elle accepte, mais elle demande 2,4 millions. Oui. D'accord? Oui. 1000 ventes. C'est ça. 1000 ventes. Elle a été plus maligne, finalement. Elle a été maline. Exactement. Et voilà. C'est parce qu'ils ont des avaloirs. Et ça se produit partout, ces avaloirs? Ah bon, tous les grands, tous les trucs, ils ont des avaloirs monstrueux. Ouais. Voilà. Et alors, comment tu expliques que cette multitude d'auteurs, finalement, arrive quand même à écrire un livre qui va être dans le livre de poche, qui va être comment est-ce qu'ils font, quoi, hein, pour, je comprends pas, pour être publié, quoi. Tu parles de Il y a tellement tu le dis, il y a beaucoup d'auteurs Ouais. qui arrivent à trouver des éditeurs qui sont publiés. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Maintenant, ça va un peu. En ce moment, c'est difficile. Hein, c'est difficile. En ce moment, si t'as pas un petit nom, si t'as pas, moi, j'ai signé un contrat pour 130 contes, légendes, avec Val d'Arens à Paris. C'est parce que j'avais ma palais. Et parce que je fais ça, ils m'auraient jamais pris. Autrement, tu vois, ils prennent pas de risques, tu vois. Ouais, ils prennent de moins en moins de risques. Très intéressant. Oui. Si tu permets, revenir un petit peu Oui, au thème des J'avais déjà légendes. proposé aussi. Et justement, je voulais demander à Alcin, quelle est, dans ta région, la légende ou le fait qui t'a le plus étonné, quoi? Parce que quand même, tu as vraiment bien étudié ta natal, quoi. C'est ça, ça va être... Est-ce que quelque chose t'a plus marqué? Un grand mystère. Alors ça, alors il y a un endroit que j'aime bien où il y a tout qui se mélange. Tiens. Voilà, ça s'appelle le trou du diable. Ouais. C'est entre le Ça me Canet. dit quelque chose. Voilà. ça. Voilà, c'est partout, nos genres. Ouais. Ah, d'accord. Pas tel que moi. Alors c'est entre le Canet et le Toronnet, au bord de l'Argence. Vous avez donc l'Argence qui coule et là vous avez une chute d'eau. Et là à l'époque il y avait une arche, tu vois. Et à l'époque il y avait l'arche s'est écroulée suite à un tremblement de terre et les gens venaient chercher l'eau, etc. Si bien que l'endroit était connu et il y avait un immense trou comme ça. Et les gens appelaient le trou du diable parce que on entendait toujours des bruits, tout ça, que quand on regardait les roches, donc on regardait, il y avait ça représentait des figures, etc. Donc ce site m'a intéressé. Mais ce qui m'a intéressé, c'est à l'intérieur, sous le trou du diable, au bord de l'Argence, vous avez une faille. Cette faille, donc je suis rentré. Et j'ai vu que c'était une chapelle. Ah, d'accord. Avec une motte. Ah oui. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc j'ai commencé, ça je te parle il y a quelques années en arrière, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, la légende dit, je tombe sur une légende, qui a été écrit par le curé du Cadet des Morts, parce que les curés écrivaient des légendes pour les combattre. Pour combattre quelque chose, il faut le connaître. Et souvent dans les registres des curés, et là, il dit que c'était les armettes, alors les armettes, c'est les petites âmes, avant de rentrer au paradis, se réfugier dans cette chapelle, dans ce trou. Donc ça, c'est la légende qui peut revenir, qui peut aller très loin, en général, le Moyen-Âge. Hein. Et là, au XIe siècle, il y a les 2 Templiers d'Astros qui vont se réfugier à l'intérieur. Et on pense que c'est eux qui vont faire la croix à l'intérieur, une croix templière. Là-dessus, il y a les prêtres réfractaires qui viennent après la Révolution et qui continuent à baptiser les gens. Tu vois. Et l'endroit, il s'est recouvert de mousse partout. Et il y a une légende qui dit, il y a eu un combat entre les 2 saints des villages contre le diable. Et le diable qui a été vaincu a vomi, en laissant sa trace, un liquide vert. Et on voit toute cette mousse. C'est un endroit que j'aime beaucoup. D'accord, c'est une légende intéressante. Absolument, absolument. Ça mélange un peu tout. Complètement. Voilà. Mais pour revenir à Rennes-le-Château et donner la parole à Alain, là, est-ce qu'il existe encore des zones inexplorées ou peut-être des archives inédites? Oh, archives inédites.
ça me paraît de plus en plus difficile Ouais. parce qu'il y a tellement de chercheurs qui sont Qui pourrait peut-être changer la compréhension du Ben, site. il y a les 4 carnets, les 4 carnets qui ont été retrouvés et qui ont. Ah, les 4 carnets, là. écrits face à Béranger-Saunière, ouais, Oui. qui apparemment, ouais. Ouais, moi je les ai vus. Voilà, moi je sais que je les ai vus, je Oui. les ai eu en main. On vous dira plus tard parce que j'ai dit à la personne je vais pas en parler, etc. Mais moi je les ai eu en main et effectivement c'est un éditeur qui va sortir ça prochainement, un pavé de 800 où il a fait peut-être que des photocopies et il y a ces 4 carnets qui vont être à l'intérieur. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un endroit qui est de côté de Castelnaudary qui revient chaque fois. Donc ça va peut-être aider notre piste pour les chercheurs. Ah, une autre piste. Voilà. C'est une histoire qui n'en finit jamais, finalement. Ouais. Ah ben, ça rebondit, ça reloin. Mais il doit y avoir des chercheurs qui doivent balancer des fausses pistes. Ça aide. Alors maintenant c'est plus difficile. Ah oui? Maintenant c'est de. Bah, il y a quelques personnes sérieuses, quand même. C'est Oui. difficile de les berner. Qui recadrent un petit peu l'histoire. Mais avec les nouvelles inventions numériques, etc., on doit pouvoir peut-être approfondir certains mystères avec l'intelligence artificielle, avec l'IA. Ben, on connaît bien l'histoire de Rennes-le-Château. Oui. Enfin, je sais pas, mais je pense qu'il a trouvé quelque chose. Ça, c'est indéniable. Alors, le gros, c'est qu'est-ce qu'il a trouvé. Mais pour moi, c'est pas ça. Moi, mon plus gros mystère de Rennes-le-Château, Oui. c'est comment il a fait pour le monnayer. Il y a 100 et quelques années plus tard, on n'a aucune trace. Rien. Alors, si c'est un trésor palpable, à un moment donné, on va trouver une trace. Oui, Rien. je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est-à-dire un bijou se revend, se démonte, mais on a une trace. On a, à un moment donné, si c'est un trésor Est-ce qu'il comme a- ça, Peut-être qu'il a vendu un silence. Non. non, j'y crois pas. Ça. Un objet mérovingien, par exemple carolingien, bon, là aussi, il y a des traces. Des archives assez embarrassantes peut-être pour l'Église catholique. Alors, moi, j'ai posé la question à un évêque. On a fait un repas un jour chez moi. L'évêque, il avait bien picolé. Il savait que j'avais. Je vais parler. Il savait que je m'intéressais à l'histoire de Rennes-le-Château et je lui ai dit mais bon, il aurait peut-être trouvé un truc qui aurait pu mis en mal l'Église catholique. Mais avec quoi franchement. Quoi? Vous savez ce qu'il me répond? Non. Il me dit mais Axel, il serait plus de ce monde, le mec. Il aurait supprimé. À l'époque, C'était monnaie courante. Alors, voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis sur les 4 de Nostradamus. Oh. Bon. Oui, donc, tout un programme. Là. Déjà, justement, j'avais Voilà. parlé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est loin de l'histoire de Rennes-le-Château. Hein, on est au XVIe siècle. Donc, personne. Pas pour tout le monde. Ouais, pas pour tout le monde, bien sûr. Moi, on parle pour nous, hein, d'accord. Mm. Donc, et là, vous avez Nostradamus qui va faire 7 quatrains sur le Razès. Et la capitale du Razès. Non? Pas d'accord? Pas tout à fait d'accord, non. Ah, vas-y, je t'écoute alors. Je suis pas sûr que le mot Razès ait été bien compris dans les quatrains de Nostradamus. D'accord. Bon, parce que Razès, à l'époque, ça voulait dire beaucoup de choses. C'est les rasés, par exemple, hein, ceux qui, comme toi, ont le crâne rasé. D'accord. Donc, il y a aussi, qui pouvait signifier tel ou tel D'accord, j'avais pas vu ça comme groupe ça. religieux. Il y a un musulman qui s'appelle Razès aussi. Bon, enfin, il y a plein de choses qui peuvent avoir une signification autre que le territoire Razès. Ah, autre Attention à ça. Ouais. Hein. Bon, hein. Bon, je me souviens très bien d'Yves Lignon, qui avait fait une émission sur Nostradamus, et qui fulminait contre l'histoire de Rennes-le-Château, Rennes-le-Château plutôt Alette, qui s'était réemparé de Nostradamus en faisant croire il était passé par le coin. Ouais, bon. Intéressant. Mais continuons. Oui. Alors, c'est mon opinion, c'est Non, ouais, mais après, moi, La parole était accusée. Ouais, non, mais bon, on va imaginer, bon, tu as peut-être raison, hein, que le Razès, il y a un quatrain où il parle du fameux tombeau, oui, tombeau romain, etc. Du grand. Du grand romain. grand romain. Voilà. Donc, c'est quand même bizarre dans une région où on parle du Ah tombeau. oui, c'est curieux. C'est le moins qu'on puisse. Donc voilà, c'est une région qui est très riche pour Mais ça. qui quoi. est le grand romain? Alors là, Voilà, personne ne le sait. Le grand mystère encore. Voilà. Le grand romain, logiquement, c'est Pierre. Oui, le grand romain, c'est Pierre, nous sommes d'accord. C'est Pierre. Alors, ce qui voudrait dire que le tombeau de Pierre est peut-être du côté de Rennes-le-Château.
Alors ça, ce serait peut-être plus probable que le tombeau de Christ. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai fait un article dans Résumé, dans Rue de Midi qui traite de ça. Ah ouais. Puisque finalement, le tombeau de Pierre, on n'est pas sûr qu'il soit toujours à Rome, qu'il soit toujours sous le Vatican, et qu'il y a eu tellement de razzias et d'invasions de Rome par les uns et les autres que peut-être qu'il a été transféré ailleurs. Peut-être que bon. Peut-être sous l'hôtel de Rennes-le-Château. Non? Où il n'y a pas un Pourquoi pas? mystère. Ouais, ça c'est... Mais donc, toi qui va, ou alors le livre est sorti déjà, je ne sais Non, pas. il est en cours là. Il va sortir. Toi qui as bien étudié la question, est-ce que Nostradamus est vraiment passé par Alette, selon toi? Je veux faire plaisir à Richard, oui. Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est ça. Après, Richard et alors, les personnes qui louent le gîte. ce qui est intéressant dans Nostradamus, c'est qu'à un moment donné, quand il est recherché par l'Inquisition, suite à après un jeûne, il est recherché par l'Inquisition. Et là, c'est vrai, il va. Alors là, je tiens ça de la conservatrice du musée de Salon-de-Provence, etc. Et là, il va disparaître pendant 11 ans. Et on ne sait pas du tout. Alors, on se retrouve, soi-disant, dans le midi de la France, mais où? Et on le retrouve en Italie. Et il va réapparaître du côté de Lyon pour combattre le fameux choléra. Là, voilà. Oui, c'est curieux. Voilà. Pendant 11 ans, il disparaît. Alors, Mais ça laisse la place à toute parce que position. où c'est intéressant, dans À tous toute les légendes, hypothèse. dans les légendes, dans les histoires, de ce que vous voulez, il y a un moment donné, il y a des trous. Et c'est dans ces trous-là que tout est amendé. Bah, c'est ce qu'a fait Plantard toute sa vie, Voilà. finalement. Et il s'est toujours glissé dans ces trous-là, quoi. Voilà. Mais bon, les mystères ne s'arrêtent pas à Rennes-le-Château. Non. Quel est pour vous votre plus beau mystère? Oh, alors, Une belle légende, si vous deviez en choisir une. Mais surtout mondial. oui, j'ai Mondial, compris, mondial. mondial. Alors, Mondial. parce que Finalement, tu as On a attaqué le Mali. Ouais. mais bon, les Dogons, ce qu'il faut s'imaginer, c'est quand on est en reportage, il y a la légende qu'on va travailler, on va essayer mais là, il y a la rencontre. Oui, ce que disent les gens. Oui. Ce que disent les gens. Il y a la rencontre. Et il y a une rencontre qui m'a beaucoup marqué, c'est Maria Reich. Maria Reich était celle qui a découvert, qui a lutté toute sa vie pour ne pas qu'on détruise les pistes de NASCAR. Tout à fait. Il y a eu, d'ailleurs, il y a une bande dessinée. Alors, il y a eu un film. Il y a un film que j'ai vu. Ouais, Madame la Lady, c'était un Lady NASCAR. Les filles d'Ascan, un film excellent. Excellent, je l'ai vu, ouais, excellent. Et d'ailleurs, on va faire une émission sur ufologie. Bientôt. Voilà. voilà, ah ouais, Roosevelt, vous avez de quoi parler. Alors, surtout que vous êtes à côté de Toulouse, il faut savoir que le directeur du GEPAN, il est toulousain même. L'ex Velasco ou le nouveau Velasco. Velasco, Voilà. Vous le connaissez, déjà De renommée. Ouais, il est intéressant. Il est hyper intéressant. Après, il nous parlerait d'une légende de Toulouse. Ouais. Alors, oui, ça, le Toulouse, je suis pas trop. Bon, allons-y, on va voir. Formule, Ouais, alors, ben voilà. Donc, en fin de compte, on reste 3 jours sur le terrain, etc. Et on voit ces départs de pistes, on voit, etc. On suit, etc. Alors, pour certains, c'est des pistes d'atterrissage, d'autres, c'est des pistes de initiatiques, d'autres, il y a plein de choses. Et mais c'est d'une précision incroyable. extraordinaire sur des donc, kilomètres. on décide de louer un avion. On l'a loué pour 3 jours, en fin de compte. Et on a survolé ça pendant 3 jours. Et là, j'en ai plus pas la tête. Époustouflant. Dans des coins qu'on ne montre pas, dans des coins, il y a des lignes qui est comme ça, sur la falaise, comme ça, mais parfaite, vous savez, mais parfaite, quoi. C'était même pas les Steins, c'était parfait, quoi. Les gens, ils ont creusé là-dedans. Et voilà, c'est grand point d'interrogation. Ah oui, c'est un grand Mystère. point d'interrogation. Alors, on a dit interrogé plus que l'île de Pâques, par exemple. L'île de Pâques, c'est assez surprenant aussi. Alors, oui, l'île de Pâques, c'était mon dernier. Voilà, je rêvais d'aller à l'île de Pâques, surtout j'avais lu tous les tours d'Oyarma, etc. Francis Mazière aussi qui avait fait quelque chose. Enfin, j'ai pratiquement tout lu sur l'île de Pâques. L'île de Pâques, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la rencontre avec les Pasquois qui étaient là-bas, et notamment un vieux Pasquois. Alors, ceux qu'on connu, il y en a plus parce qu'ils ont été, il y a eu l'esclavagistes, ils ont chopé les maladies, tout ça, ils restaient, quand ils sont revenus, il n'y en avait que 2 ou 3 vraiment de l'île. Par contre, il y avait un vieux Pasquois qui connaissait bien ce domaine, cette histoire. Et lui, je lui ai demandé à lui ce que les Pasquois croient.
Et lui, il me dit une chose, il me dit les monailles ne se déplacent la nuit, uniquement la nuit, en dandinant. Ouais. Et quand on voit les méthodes de bois, on met des bois et droit et ils se déplacent en dandinant. Oui, Et je crois que c'est la dernière théorie d'ailleurs. Hein. ah ouais, c'est la dernière théorie. Ah ben Oui. On pense qu'on les a déplacés en les faisant dandiner. Voilà. Mais ça c'est une, enfin, c'était ça. Moi, quand je suis allé la dernière fois, je suis allé, c'est en 2015. Et c'était ce un vieux de la vieille m'a raconté. Voilà, oui. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait un livre qui n'est jamais sorti, mais qui un jour sortira, ça, je pense. Et où je prends cette légende, cette théorie. Je mets toutes les théories. Parce que souvent, je mets toutes les théories, les gens choisissent, hein. Moi, j'ai un problème. Et le Mali, où tu as eu ton surnom? Alors, le Mali, c'est une vieille histoire, le Mali. Si j'en avais marre d'aller, c'est un peu, d'aller toujours en Asie, donc j'ai pratiquement allé dans tous les pays d'Asie, et je voulais changer. Donc, on m'a emmené sur un reportage sur les 100 000 sans-abri à Delhi, et un parallèle des 100 000 sans-abri à New York. Donc, j'avais fait ce parallèle, parce qu'à l'époque, New York, c'était pas du tout la ville comme maintenant, c'était la ville comme Mexico, où il y avait un mort toutes les minutes, un truc comme ça. Et donc, on avait fait qu'il y avait beaucoup de mendicité à l'époque, ça serait vraiment rangé, tant mieux. Et donc, j'ai dit, non, mais bon, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux respirer autre chose, j'ai envie. Et un collègue à moi qui est reporter, il m'a dit, Axel, va au pays Dogon. J'ai dit, mais c'est où le pays Dogon? Il me dit, mais c'est au Mali, Axel. Va au pays Dogon, les Dogons, la cosmogonie Dogon, ça m'a intéressé. Donc, j'ai plongé là-dedans. Et j'ai fait 14 voyages de plusieurs mois. Absolument. Vous connaissez bien le sujet. Alors, je connais bien toute la vallée, les 250 km de la falaise, je connais bien. Et j'ai sympathisé avec beaucoup de personnes, notamment une famille Dogon, que j'aide toujours, entre guillemets. Voilà, moi, j'aide une famille tibétaine et j'aide une famille Dogon. C'est tout ce que je peux faire. Et bien, moi, ça y est, c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, on est toujours en relation avec eux. Bon, c'est dramatique, la situation là-bas. Alors, voilà. Et un jour, le chef du village, ils sont tous malades, le village. Donc là, ils me disent à Korka, Lindo, appelle le Grand Blanc, il m'appelle le Grand Blanc, et demande-lui s'il peut faire quelque chose. Donc il m'appelle, et il me dit, Axel, on est tous malades et tout, les enfants, ils vont mourir, enfin, etc. Est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, mais moi, c'est au mois d'août, en plus. J'ai dit, écoute, je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Bon, ok, je vais déclencher. Bon, ok, je te rappelle. Je suis un peu dérouté. À droite, j'appelle l'hôpital de Motpendegara. Et là, on me donne un numéro de téléphone. Vous allez voir qu'il y a des gens extraordinaires. Un chirurgien de renommée à Ventidi, à Rome, qui passe 1 mois par an, gratuitement. Ça, c'est extraordinaire. Ça Mali. renoue avec l'humanité. Exactement. Et le mec, il est là, il opère gratuitement, etc. Dans des conditions quand même assez difficiles, mais il est là. Il donne 1 mois de sa vie, le mec. C'est extraordinaire. Ouais, ben lui, il a tout compris. C'est bien d'en parler. Ouais. Et donc, on s'appelle. Il parle légèrement français. Moi, je parle pas italien. J'ai une copine qui parle italien, donc elle traduit. Enfin, bon, tout se met bien en marche. Et il dit, je vais aller boire. Il m'appelle 48 heures après. Il me dit, c'est l'eau. Faut plus qu'il boive l'eau. Oui. Il y a une grosse sécheresse. Un apoïpus de pluie. Elle est passée profonde. C'est l'eau. Ok. Diphtérie. Voilà. Donc, je dis, j'appelle, j'ai dit, plus d'eau. Il me dit, mais si on parle plus d'eau. Oui, comment faire? Tu vas à Mopti, qui a à peu près, on va dire, 100 bornes à peu près. Et tu prends des camions citernes, tout ça, etc. Et puis tu me dis, je t'envoie le chèque. Je t'envoie le Western Union, parce qu'à c'était le Western Union. Et je paye toute l'eau. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Donc, il me dit, ok, donc on fait ça. Et entre-temps, il y a quand même le gouvernement malien qui ont dit, bon, mais il sort une ONG missionnée par le gouvernement avec du bachiche, bien sûr. Ils ont dit, nous, on va construire un puits beaucoup plus profond, voilà, pour prendre la source mère, qui est une source qui date du néolithique, là. Donc, l'eau, elle est plus. Mais en attendant, il fallait. Donc, j'ai fait ça. Plusieurs fois, ils ont pris des citernes. Tout le village sont partis 50 degrés à l'ombre, au soleil, avec les pots sur les têtes, les trucs comme ça, vides, pour remplir tout.
à mon petit revenir à pied. Non, C'est une leçon, c'est une leçon. C'est une leçon, c'est une leçon incroyable. Donc, si vous voulez, moi, ce que je peux faire, moi, je suis loin, etc. Ce que je peux faire, c'est financer l'eau. Voilà. Donc, je finance l'eau, puis basta, quoi. C'était fini. Sauf que là, pour eux, c'était un geste et donc, à partir de là, ils m'ont dit, tu es Dogon, tu es des nôtres. Et donc, tu es Amagana de la tribu des Haros. Ça veut dire Dieu te remercie, tribu des Haros. Donc, moi, mon petit ego me dit, putain, je suis content. J'ai dit, mais je vais aller C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. J'ai dit, je vais aller au village au-dessus, voir le sorcier, parce qu'il y avait un sorcier que je voulais voir. Il m'a dit, tu peux pas. Lui, c'est la tribu du banal, et on est en guerre avec eux. Donc, ça m'a fermé des portes. Ça m'a fermé des portes. Mais Parce que c'est tout le monde dans la vallée, il le savait, hein, que j'étais de la tribu des Haros, hein. mais puisque tu as une bonne connaissance des Dogons, c'est quand même un peuple extraordinaire. On pense qu'ils ont eu accès à une cosmogonie. En fait, Oui, mais tout le monde ne connaît pas cette tribu-là, justement. Oui, donc ils auraient eu la connaissance du ciel avec les planètes, ils ont même été capables de donner des noms, de décrire des planètes qu'on a découvert que bien longtemps. Alors, oui, exactement. Notamment Sirius. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vénèrent Sirius, alors qu'on ne la voit pas à l'œil nu. Non. Actuellement, on ne peut pas l'avoir. Ça, c'est très curieux. Et eux, ils avaient des dessins. Voilà. Et eux, ils vénèrent Alors, Sirius. comment vous interprétez ça? Parce que ça à l'époque Est-ce où qu'il y a eu une 3... civilisation? Non, je pense qu'il y a 3000 ans ou 3500 ans, elle était visible. Ah, d'accord. Et ça, l'IA pourra nous le dire peut-être un jour. Ça, il y a pourrait te le dire. Ouais. Mais par contre, ils ont, nous, ce que j'adorais, moi, c'était la cérémonie la cérémonie du Fennec, ils appellent. C'est qu'on fait, ils faisaient comme un labyrinthe, ils mettaient des petites, aliments, etc. Et la nuit, il y a le renard ou le fennec qui venait, la table du renard ou le fennec, qui venait et qui mangeait. Et le lendemain, il y a le sorcier qui disait l'avenir à travers ça. Voilà. Et souvent, par exemple, la grande chéresse qu'il avait, il avait annoncé. Oui. Bon. Est-ce que tu as une espèce de présence de conscience que c'est un peuple très particulier à ce niveau-là? Alors c'est un peuple qui est très intéressant, mais qui se fait, qui va disparaître. Qui va disparaître pour quelle raison? L'islam. L'islam? Ils vont être islamisés de force? Toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Il ne faut pas se leurrer. Donc toutes ces traditions vont disparaître. Ouais. Si on fait rien, je sais pas ce qu'on peut faire. Pas grand-chose. Évangéliser peut-être un peu plus l'Afrique, non? Non, je pense qu'il faut laisser ces peuples vivre leur croyances, leurs traditions. C'est pas voilà. Et c'est pas du tout le cas. Et parmi tous les voyages que tu as fait, Non, mais c'est inquiétant, hein, ce que vous dites. Oui, mais Georges, qu'est-ce que tu veux qu'on connaisse? Après, l'Afrique, c'est difficile parce que je racontais, un jour, il y avait, dans le village s'appelle Mambouri. Donc, Mambouri, je décide de faire, les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, je décide de me lancer dans ce truc un peu fou de créer une école. Mais et comment est-ce que tu communiquais? Tu parlais anglais? Tu parlais Non, ils parlent français. Ah, ils parlent tous français là-bas. Pas tous, mais beaucoup. Mais mon guide, la famille Corca, mon guide. Mais alors, comment parler français sans avoir été à l'école? C'est les parents qui leur ont inculqué? La colonisation. Oui. Ils ont été colonisés. Alors, dans le pays d'Ogon, il y a beaucoup de gens qui parlent français. D'accord. Bon, c'est un avantage pour toi. Et notamment les anciens. Donc, tu montes ton école. Voilà, mon école. Alors, et puis j'ai des problèmes. J'ai vraiment des problèmes quand je vais là-bas parce qu'il y a une école coranique. Oui. Donc, les méthodes des écoles coraniques, elle est la suivante. Ils réveillent les enfants à 5 ans. Il y en a qui sont 13-14 ans, d'autres qui ont 3-4 ans. Ils les balancent à 50 kilomètres et ils doivent se nourrir et rentrer le soir et refaire la prière et les réveiller dans la nuit pour la prière et repartir le lendemain, les amener, etc. Donc, il n'y a pas d'instruction. Ils connaissent que le Coran. Voilà. Moi, j'ai rien contre ça. C'est une façon d'assimiler les peuples qui est vieille comme le monde. Oui, vieille comme le monde. Donc, je décide de créer cette école et j'y arrive. Et j'y arrive avec mon premier sponsor, McDonald's. Ah! McDonald's et Coca-Cola. Un truc de fou. Why not? Personne ne croit à ce truc et McDonald's me dit... Bingo, Il me dit non, mais tu me dis, tu as besoin de combien? Donc j'ai dit, j'étais à l'époque, je sais pas, j'avais, ça payait 3 millions, 4500 euros. Il me dit, voilà.
Fais-moi quelque chose, mais voilà, etc. Tu veux une publicité? Il me dit non, je veux rien. C'est bien qu'honnête, il me dit. Donc, je peux créer ce bâtiment, je peux créer tout ça, mais entre-temps, je crée le bâtiment, mais là, je suis sur place, et là, il arrive tous les musulmans. On est sur un terrain sacré. Ah, Parce que là-bas, tout est sacré. Il y a les 3 camps. Il y a le village musulman, le village chrétien et ceux qui croient encore à Les animistes. les animistes. Voilà, parfait, merci. Les animistes. Il y a toujours 3 villages. Voilà. Et donc, partout c'est sacré. Donc, bien sûr, là, pendant Kékiné, ils ont dit que c'était, il y avait eu, c'était les musulmans. Moi, j'ai rien contre eux, mais bon, voilà. Donc, il a fallu offrir des 15 chèvres, les sacrifier, enfin, ouais, tout un tas. tout un rituel. Ouais, un rituel, ça. Bon, tant pis, comment j'arrive. Et on part avec 22 élèves. Et la dernière année, avant qu'il y ait l'invasion et qu'ils ont été obligés de repartir sur le Bamako, on était à Saint. Ah ben là, c'est fini, c'est tout. La dernière chose qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui a, dans le village, il y a quelqu'un qui s'est, il faut régner la terreur. Donc, c'est pas des musulmans, ça, c'est ces gens-là, qui soient musulmans ou chrétiens, ces intégristes, ils sont mauvais, ils sont, voilà. Et donc, ben, c'est très simple, il y en a un qui est humard, ils l'ont mis les 2 mois, ils ont coupé les deux mains. Oui, c'est ce qu'ils font là-bas. Voilà, donc c'est terreur terrible. Et donc, C'est dramatique. j'avais même fait un petit campement pour la famille. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que tout ce que tu fais, c'est une initiative individuelle, la tienne. Oui. Et les États, les derrière. Moi, je vais nous appeler France, frère Axel. Frère Axel. Là, il a été formé par Mère Teresa. Exactement. Ouais. Voilà. Et j'ai fait toute mon enfance aussi chez des sœurs. Ça jouait aussi. Voilà. Ma Il faudrait scolarité, travailler un petit peu. ma scolarité, j'ai fait chez les sœurs. Et La psychanalyse. ouais, voilà. L'État, c'est la pègre. C'est la pègre, pas la tête. Partout. Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si on veut mener une action, ou alors il faut avoir un comme Palaboine, etc., des grands noms. Celui qui est mort pendant le rallye, Sabine, bien ça. Autrement, il faut rien demander, il faut le faire. Voilà. Oui. Et être le plus discret. On risque aussi de s'appeler ou pas? Parce On risque le plus discret possible. Ouais, c'est ça, le plus discret possible. Mais il faut le faire. Mais Là, nous sommes dans des secteurs géopolitiques où c'est se mêlent. On s'est éloigné du mystère. Ça, c'est la Mais réalité. je t'ai prévenu, Axel, c'est quelqu'un de très riche. C'est un beau. C'est passionnant. C'est un beau. Alors, C'est passionnant. tu parlais du mystère. Un jour, on me dit, il y a une fête, ils fêtent les morts. Alors, on m'a dit, la personne est morte, il faut avoir de l'argent pour inviter tout le village, et après on fait la fête. Donc 1 an et demi. Après, la famille a assez d'argent et ils réunissent, il y en a un qui prend un tromblon, donc un fusil, et il s'arrache le bras. Donc, Avec le recul. le fusil pourri, la peau, Ouais. le bras il part. Voilà. Carrément. Ouais, Ah oui. Voilà. D'accord. Là, le guérisseur vient, etc. Bon, bref. Pour lui faire admettre que ce petit, il doit Aller à l'hôpital. aller à l'hôpital, ça, c'est compliqué. Bon, ce petit, il est sauvé. Il a 16-17 ans, il est sauvé. Tout est transmissible oralement. Pour la première fois, le village, le chef et le guérisseur me donnent la permission pour essayer d'évacuer son mal, parce qu'il souffre le type, il lui reste le bras gauche, de dessiner ce qu'il ressent. Et donc cet enfant, il n'y a pas Walt Disney. Ouais. La culture juidique Connais pas. connaît pas. Et il va me faire des choses comme ça, vous savez, comme des algues. Oui. Avec des diables, des cornes. Et je lui dis, mais ok, on lui achète de la peinture, tout ça, il passe sa journée. Alors, j'en ai plusieurs à la maison. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, ce qu'il dessine, c'est le diable
qui le fait sur On parlait de cornes, le corne. Je l'ai pensé de suite, là. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il dessinait exactement le diable sans avoir aucune influence, comme les petits le dessinent en Europe. D'accord. Ah oui, c'est curieux, ça. Curieux, hein. Ah oui. Là, c'est un autre domaine, très mystérieux. C'est mystérieux, ça. Ah, absolument. C'est assez mystérieux. Ça m'avait bluffé, ça. On arrive presque au terme. J'ai là. bien peur que oui. Ça passe vite, hein. Oui. Ça passe très vite. On boit vos paroles. Voilà, C'est passionnant. Je pense qu'il y aurait Totalement. beaucoup de choses à nous raconter. On aborderait des heures d'émission. Vous avez abordé plusieurs sujets. On a voyagé. Ah, vous nous avez fait Ouais. voyager. Alors peut-être tes projets donc. Voilà. La sortie de ce livre sur Nostradamus. Alors, il y aura la sortie de ce livre de Nostradamus. Il y aura aussi, j'ai fini l'encyclopédie sur le Var, c'est-à-dire il y a 153 villages, voire 154 si on en rajoute un qui est une galéjade, enfin bref. Donc, il y a 154 légendes. Donc, ça y est, c'est la première fois dans 154 légendes, voilà. Donc, c'est la première fois qu'il y aura un livre dans le Var qui traite tous les villages. Donc, ça a été très difficile à faire. C'est une vie, hein, retrouver dans les archives. Ça c'est le projet. Et puis je vais partir certainement retourner à l'île de Pâques au mois de janvier-février, voilà. Et je vais aller faire la route 66 sur 2 mois, mais je la traitais d'une façon avec les légendes. Avec une bande dessinée. Oui. Je sais pas encore bande dessinée. Ouais. De toute façon, j'y vais pour le boulot. Ouais, voilà. Vous parlez de bande dessinée. Vous dessinez? Non, pas du tout. Non, Moi, il est j'écris. scénariste. Scénariste. Tu intervenais avec Lobé et Blo, Blo. ouais, voilà, il y a Proulx. Voilà, il y a Proulx, il y a Lobé, il y a Meyer, il y a Nicolas de Vergy, voilà, ils sont plusieurs. Et Alain, qu'est-ce que vous espérez découvrir maintenant à Rennes-le-Château? Le trésor caché? Je ne sais pas. Moi, Un rêve? j'attends de voir ce qui va sortir bientôt, comme c'est Futur Carnet, hein, et puis peut-être les nouvelles pistes qu'il y a aussi en bas de château là, par rapport à les paiements. Et puis peut-être aussi des résultats de fouilles dans quelques temps, on sait jamais. Des fouilles? Oui, ça Alors, mène son chemin. dans l'église. Ah ben là, ce serait, là, voilà, là. Mais avec les nouveaux appareils, les scanners, on devrait pouvoir essayer de trouver... Mais souviens-toi, Paul Saucès, qu'on a invité ici même, qui nous a dit il y a une cavité. C'est donc, voilà, peut-être un... Alors, il y a une cavité, moi je pense qu'il y a une cavité, mais qui est pas une cavité comme une crypte, c'est des tombeaux des seigneurs, etc. Ça il doit y avoir quelque chose, sûrement. Mais pas dans le sens qu'on le prend une crypte avec trésor, etc. Peut-être une grotte. Voilà. Ouais, moi, Oui, un trésor n'est pas forcément Voilà. des pierres précieuses, de l'or, etc. Non, parce que si on dit Autre crypte, chose. on dit relique. Hein. Et oui. Ça va avec. Hein. Ah, oui. Voilà, donc moi je pense que c'est plutôt un tombeau, on va retrouver. Il y a encore à faire, donc. Hein. Le tombeau, On verra. oui, on verra. Voilà. Tu as commencé à mettre une petite piste. Grand point d'interrogation. Non, oui. Chacun a sa vérité, elle doit choisir. J'ai repris Ouais. le quatrain de Nostradamus. Tu as rebondi. Oui, j'ai repris. Oui, mais c'est celui là. Et en parlant de l'île de Pâques, pour Oui, terminer, mais justement, pour terminer sur l'île de Pâques, excuse-moi Georges, mais je vois que tu as 2 tatouages. Donc c'est quand même un geste fort. Pourquoi, avec tous les pays que tu as visités, tu as choisi l'île de Pâques? C'est le dernier. C'est le dernier de mes rêves. D'accord. De mes 80. devait avoir d'autres rêves. À ce point-là, pour que tu le marques dans Oui. ta chair, c'est que donc ça t'a tellement frappé? Ben, je pense que c'était, il y a un peu tout, ouais. Je pense que c'était, en faisant ça, il y a l'amattement d'enfants avec, où on mettait les points, où on lisait le livre, on va être là, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Il y a tout ça. Et puis, l'île de Pâques, c'est loin. Tu as quand même conscience que tu as eu une vie extraordinaire. Elle n'est pas finie, mais tu as pas encore une finie. vie extraordinaire. Fini. Moi, je trouve qu'elle était simple. Simple? Ouais. Ça n'a pas été compliqué. Non, ça n'a pas été compliqué. Et je trouve qu'on vit une vie actuellement. Moi, je suis très heureux parce que on peut se déplacer rapidement. Il faut savoir voyager intelligemment. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est voyager. Est-ce que tu penses que ton physique, c'est que tu es quand même quelqu'un de grand, de costaud, t'a aidé? Oui.
À quel point? Ah oui, 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 oui. Au Pakistan, au Yémen, oui, mais ça m'a aidé, bien sûr. Pourquoi? Pour quelle raison? Ben, déjà, bon, on en aime pas, mais par exemple, au Pakistan, j'arrive, je suis au Karakorum, on m'arrache mon sac. Bon, moi, je suis sportif au départ. Je suis là, je cours pendant 700 mètres dans mon Quelle sac. erreur de vous arracher. Et donc, voilà, donc si je suis petit fétiche, je laisse courir le mec. Hein. Très bonne question. Voilà. Voilà, donc tu as quand même conscience que c'est tout un concours de circonstances qu'on fait ce que tu es, quoi. L'alignement des planètes. mais ça, je le sais. Puis après, je m'affiche, si tu veux. Je peux pas passer inaperçu, moi. Non. Voilà. Par contre, je peux être discret dans la. Oui, tu peux être discret. Voilà. Parce que par exemple, à Rennes-le-Château, je te considère comme quelqu'un de discret. Ah, mais je suis très discret à Rennes. Alors que ton physique, justement, ne te fait pas passer inaperçu. Mais même Rennes-le-Château, merci Rennes-le-Château. On vient de le voir, Georges, c'est quelqu'un quand même d'une grande simplicité. Ah, totalement. Et qui extraordinaire. Ah oui. Gentil. Ah non, on vous le dit très sincèrement. Hein. On est béat d'admiration, je vous le dis sincèrement. Mais Rennes-le-Château, c'est fabuleux parce qu'on parle de trésor. Mais le vrai trésor, je sors le bouquin, 7 ans d'enquête que personne ne veut. Ouais. C'est là où je commence ma première maison d'édition. Et je suis en direct et j'en vends 57 000 exactement. Un truc de fou à 17 €. J'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire. Et là, combien tu gagnes sur un exemplaire vendu alors? Ah ben là, je gagnais plein pot. Non, mais 17 €, tu le vends 17 €, tu gagnes combien toi? Il te reste combien entre les mains? Ben si t'enlèves, ben là c'est moi qui fais tout. Oui, je comprends. Après, il y avait les embois. Donc il te reste quoi, 5 €? Un peu plus. Il me restait 7 Donc c'est le jackpot. Ouais. Ah ben c'est un jackpot. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai plein de collègues qui sont dans les maisons éditions, qui sont auteurs, qui sont dessinateurs, qui galèrent, et je crée une maison édition avec tous mes potes. Ça aussi, je te signale, Georges, que tu es extraordinaire parce que c'est probablement la personne qui a le plus vendu sur le château. Et ça, c'est possible. Tout en étant peut-être un des moins connus. Ouais. Alors après, après, le son de Pierre Rotiero. oui, alors donc je fais ce livre qui marche bien. Je fais 2 livres de Rennes-le-Château, dont 5000 et 3000, qui du nouveau, donc sur le chemin des légendes, etc., qui a plus rien. Je fais le petit Foulet-Toon pour les enfants, j'en fais 1000, j'en ai plus. Je fais la BD, j'en fais 4000 et j'en ai plus. Mais donc On vous souhaite encore le livre. donc c'est ça le trésor, c'est ça le trésor de Rennes-le-Château. Voilà, c'est ça le trésor. Et l'île de Pâques, et on termine avec ça. L'île de Pâques, vous aimez bien. Oui, j'aime bien parce que ça va être aussi le thème de notre prochaine émission, l'ufologie. Oui. Le lien avec les extraterrestres. Pourquoi ces grandes statues face au ciel? Alors, mais tu espères une réponse? La réponse. Alors, moi j'ai une hypothèse. Vous voyez, vous savez, pas mal de gens sur l'ufologie. Je suis pas un spécialiste d'ufologie. Je suis pas. Non, mais c'est plus que. Mais je m'effraie. Actuellement, je suis en train de tout lire sur Roosevelt. Ouais. Et donc, je me pose des questions. Moi aussi. Voilà. Beaucoup. Ouais. Donc, ça veut dire que vous m'invitez l'année prochaine et je vous répondrai à ce moment-là. Le rendez-vous est pris. Voilà, le rendez-vous. Le rendez-vous est pris. Voilà, parce que je vais aller à Roosevelt. Ah. Voilà, je vais y aller à Roosevelt. Voilà. Mais l'île de Pâques, c'est un peu différent. Voilà. Alors l'île de Pâques. Alors, il est pas sûr qu'il revienne l'année prochaine. Et l'île de Pâques, il y a plusieurs versions. Il y a notamment ceux qui renforçaient, qui prenaient la force. L'île de Pâques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait, à l'époque où il y avait ces 2 tribus qui ont commencé à mourir de faim, parce que l'île de Pâques, c'est un petit îlot, 7 km sur 2. C'est pas poissonneux. C'est petit, très petit. C'est pas poissonneux. C'est tellement profond. Il n'y a pas de poisson, il y a très peu de poissons. Donc quand les gens, il y a eu de quoi et ben à un moment donné, c'était tribal. Ils ont commencé à se bouffer entre eux. Voilà. Et ce qui est surprenant à l'île de Pâques, c'est qu'il n'y a pas de cimetière moderne, mais il n'y a pas de cimetière avant. Ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur... Ils se sont mangés entre eux. Oui, ça c'est pratiquement possible. Ils le disent pas, ils aiment pas trop qu'on le dise capitaliste. Oui. Mais à mon avis, ils se sont fait entre eux. D'ailleurs, les tribus se sont bagarrées comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils ont le culte du Monaï. Le Monaï, ce dieu qui est là face à la mer, qui est la puissance guerrière. L'île meurt de faim. Les gens se meurent de faim. Donc, le Monaï ne fait pas son rôle. Et ils vont inventer le culte de l'homme-oiseau. Ça. Ils vont changer
de Dieu. Et oui, Du monaï, le Dieu fait pas son boulot. il fait pas Ah son oui. boulot. Peut-être. Mais il change de Dieu, mais il fait pas son boulot non plus. Alors après, il a. Peut-être qu'on devrait y songer, nous aussi. Hein. C'est un autre débat, là. Un autre débat. Ça serait un beau débat, ça. Et donc, et après, il y a l'esclavagisme qui vient, des bateaux qui viennent enlever, etc., etc. Mais ce qui veut dire qu'ils n'ont pas hésité à changer. C'est Et passionnant. vous avez un monaï avec la transition. D'un côté, le monaï avec le visage, etc. Et de l'autre côté, toute l'histoire du culte d'un oiseau. Et ce monaï a été volé par les Anglais. Il est au British Museum. Ah. Et pour la première fois l'an dernier, il y a une délégation de l'île de Pâques Qui a demandé à ce qu'il revienne. Et voilà. Et à mon avis, il faudrait qu'il revienne. Il pourrait faire une copie maintenant. Il pourrait faire une copie. Totalement. Voilà. Taper une copie au musée et le rendre. Voilà, ça serait complètement Voilà. logique. Et ils en ont pris qu'un. Ils savaient lequel ils prenaient. Mais écoutez, sur ces belles paroles, Merci. on vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci. Ça me invitation. fait plaisir. Merci également Alain qui a été un peu plus discret, Alain, discret. mais Et un homme c'est- de grande connaissance, sur On la fera une émission avec Anna tout seul. Voilà. Ah, absolument. Merci Axel, vraiment Merci. personnage fantastique. C'est gentil. Continue longtemps. Longtemps, ouais, si je peux Vous le voulez dire quelque chose, Alain? Allez, Oui, que je Un petit suis, mot. je pense, un des rares à avoir trouvé le trésor. C'est pour ça que je le cherche pas. on s'en doutait. Donc, on va encore plus t'inviter. Voilà. Vu la vie que j'ai eue à Rennes-le-Château, les personnes que j'ai pu rencontrer, les soirées, enfin, il y en a tellement. Vous devez en savoir plus que... C'est pour ça, c'est quelqu'un à regarder dans le carnet. Oui, absolument. En tout cas, merci Alain. Merci. Merci, de- Axel. Merci à toi. Merci, Merci Christian. pour l'accueil. De tes interventions toujours pertinentes. C'était très bien. Voilà. On vous donne rendez-vous très prochainement. On vous remercie, chers auditeurs et internautes de Radio Axe Sud. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bienvenue sur les sentiers de l'étrange, présenté par Georges Tussin et Christian-Jacques Attard, pour tous les amateurs de mystères et de phénomènes inexpliqués.